Ce dont je me souviens ce jour-là, c'est l'annonce de l'attentat, l'annonce qu'il y a eu une bombe dans le RER et l'idée de sidération, quoi. C'est comme si c'était pas pour de vrai, mais je suis sûr maintenant que c'est pour de vrai, quoi. 25 juillet 1995, il y a 30 ans. Il est 17h30 quand France 2 bouleverse ses programmes. 4 morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un attentat au cœur de Paris. Que s'est-il passé? 30 minutes plus tôt, vers 17h, à l'heure de pointe, une bombe explose dans un train du RER à la station Saint-Michel. C'est surtout la queue du RER qui a pris beaucoup. Ça doit être une bombe qui a explosé, on ne sait pas d'où est l'origine. Il y a eu énormément de fumée, les gens sont sortis très rapidement. Michel Fine a couvert l'événement. À l'époque, elle est journaliste pour France 2. 30 ans plus tard, elle revient sur cet attentat. Ce jour-là, je m'en souviens très très bien. On est à la rédaction, il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent comme ça pendant les vacances, au cœur du mois de juillet. On est tous là un peu à rien faire. Et tout d'un coup tombe une dépêche en disant qu'il y a eu une explosion au RER à la station Saint-Michel. Et donc on part. 500 personnes, pompiers, médecins, infirmières et policiers sont mobilisés. Toutes les ambulances de Paris et de la banlieue sont réquisitionnées. Les serveurs aident les pompiers à poser des perfusions. Les ponts, les rues du quartier Saint-Michel sont remplies de véhicules de secours. Le parvis de Notre-Dame fait office de piste d'hélicoptère et un bar est réquisitionné pour soigner les victimes. L'état-major des sapeurs-pompiers a immédiatement déclenché le plan rouge. Je me souviens d'une sorte de sidération. C'est tellement violent ce qui se passe. Je ne vais pas sur les lieux, je ne vais pas loin. Peut-être je m'en tiens un petit peu éloignée parce que je suis vraiment terrorisée par ce qui se passe. Bilan de l'attentat, 8 morts et 119 blessés. L'enquête démarre. Mais face à l'absence de revendications et d'indices probants, le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré fait une annonce. C'était le 26 juillet 1995, au lendemain de l'attentat. J'ai décidé qu'une somme de 1 million de francs serait offerte à toute personne qui nous fournirait des éléments permettant l'identification et l'arrestation du ou des coupables. Je me rappelle qu'à l'époque, les enquêteurs sont dans le noir. Ils ne savent pas. Un jour plus tard, le 27 juillet 1995, une piste est évoquée. En examinant les débris de la rame, les experts ont découvert des éclats de métal. Ils proviennent d'une bouteille de gaz butane d'environ 3 kg, du même type que celle-ci. Selon les enquêteurs, l'enveloppe de la bouteille, vidée de son gaz, contenait l'explosif. Ce type de récipient a déjà été utilisé plusieurs fois en Algérie dans des attentats revendiqués par le GIA. Cette piste islamiste serait d'ailleurs de plus en plus privilégiée par les enquêteurs. Au début des années 90, il va y avoir des élections en Algérie. Ce sont les islamistes qui vont gagner ces élections, des élections législatives. Et les militaires algériens ne vont pas laisser le pouvoir aux islamistes, donc ils vont annuler les élections. Ce qui va créer des groupes d'opposition en Algérie, c'est le GIA. Les groupes islamiques armés, ce sont des gens armés qui commettent des attentats, qui sont dans le maquis et dont la base arrière se trouve en Europe, et notamment en France. Et à l'époque, le gouvernement français soutient le pouvoir algérien. Donc les groupes islamiques armés, les islamistes radicaux, reprochent au gouvernement français de soutenir le pouvoir algérien. La piste islamiste est de plus en plus privilégiée par les enquêteurs. Car 7 mois plus tôt, en décembre 1994, le GIA a détourné un avion d'Air France entre Alger et Paris. Mais le ou les auteurs de l'attentat ne sont toujours pas identifiés. Un mois plus tard, le 27 août 1995, tout s'accélère. Un conducteur de TGV conduit une rame entre Lyon et Paris, et sur les rails, en passant, il voit une bonbonne. Une bonbonne de gaz de 25 kg posée au pied d'une caténaire, comme celle-ci. 35 mètres en amont, un dispositif de mise à feu relié à l'explosif. Miraculeusement, il n'a pas fonctionné, malgré la quinzaine de TGV qui sont passés dessus. La police arrive et se rend compte qu'il y a un dispositif de mise à feu autour de cette bonbonne de gaz. Et donc, ils vont prendre la bonbonne et ils vont la faire expertiser par la police scientifique. Et ils vont retrouver sur un scotch qui relie le dispositif de mise à feu à la bonbonne de gaz, ils vont retrouver une empreinte.
Et ils vont se rendre compte que la personne qui a laissé son empreinte sur le bout de scotch est connue. Elle est au fichier des personnes qui ont déjà été condamnées. C'est un certain Khaled Kelkal. Khaled Kelkal. Khaled Kelkal. Khaled Kelkal. Depuis 10 jours, il est la cible de toutes les polices de France. On dit aujourd'hui que Khaled Kelkal est le premier djihadiste made in France, le premier terroriste endogène, le premier terroriste de l'intérieur. Ces enfants de la France qui se retournent contre la France. C'est un gamin de banlieue qui n'a pas réussi à grandir et à s'épanouir dans ce pays qu'est la France et qui a été tenté par la tentation terroriste, quoi, qui s'est fait islamiser et qui s'est radicalisé jusqu'au terrorisme. Une chasse à l'homme est lancée. 170 000 affiches sont placardées partout en France. Et le 27 septembre 1995, Khaled Kelkal est à 2 doigts d'être arrêté. Il est un peu plus de 9 h lorsque 2 ramasseurs de champignons aperçoivent ici, dans ce sous-bois, un homme allongé au pied d'un arbre. À ses côtés, plusieurs armes de gros calibre et des sacs. Et non loin de là, un deuxième homme qui fait le guet. Un jour, on apprend que dans les bois de Malval, dans les monts du Lyonnais, 2 types qui partent chercher des champignons tombent sur 2 jeunes en pleine forêt qui ont monté un camp provisoire. Et ils les trouvent un peu bizarres, donc ils préviennent la gendarmerie. Et les gendarmes arrivent, et là ils sont accueillis par une salve de flingues, etc. Ils se font allumer, ils tirent à leur tour. Un des jeunes arrive à s'enfuir, et l'autre reste sur place. Il s'appelle Karim Koussa, il va être emmené par un hélicoptère, il est presque mort, quoi. Il finira par survivre. Et on saura que celui qui s'est enfui, c'est Khaled Kelkal. 2 jours plus tard, le 29 septembre 1995, Michel Fine est à la gendarmerie de Vaugneray à côté de Lyon avec des journalistes d'M6. C'est là que la traque de Khaled Kelkal va se terminer. Je vois 3 militaires, gendarmes, partir en courant. Et je me dis, on va les suivre. On monte dans la voiture, l'équipe d'M6, le gars d'M6 monte dans sa voiture, et on suit les gendarmes. Et très vite, au bout d'1,5 km, les gendarmes se garent sur un petit parking à droite, et nous on se gare devant. Et là, je tourne la tête, et je vois un type en treillis, armé, en treillis vert. Il sort son flingue et je vois encore cette image avec les petites flammes là, qui sortent du canon de l'arme et il tire. M6 filme la fusillade et la mort de Khaled Kelkal. Attention! Ok, c'est bon! C'est bon, c'est réglé. Mon réflexe, c'est de sauter sur la caméra, d'essayer de la faire marcher. J'arrive pas à la faire marcher, je tremble, je suis en panique, quoi, totale. Hein. Et je me dis, quand je le vois, je me dis, bon sang, il est à 2 mètres de nous, il va traverser, il va nous prendre en otage. C'est ce qu'il aurait dû faire. Il se serait sauvé s'il avait fait ça. Mais en fait, il veut mourir en martyr. Il tire le premier, c'est ce que j'ai compris après. Sur ces images, Khaled Kelkal est déjà à terre, probablement atteint par les premiers tirs des gendarmes parachutistes. Quelques secondes auparavant, selon le procureur de la République de Lyon, les gendarmes avaient lancé des sommations halte au feu, car Khaled Kelkal venait, selon le procureur, de leur tirer dessus dès leur arrivée sur place. Michel Fine et France 2 ont filmé Khaled Kelkal une fois à terre. Quelques minutes plus tard, la journaliste passe en direct au journal de 20 h. Michel, on vient de découvrir avec beaucoup de prudence le corps d'un homme qui a été abattu cet après-midi dans la forêt. Non, il n'a pas été abattu cet après-midi, il n'a pas été abattu dans la forêt, il vient d'être abattu sous nos yeux. Il était exactement 20 h. Je trouve que je m'en suis pas mal tirée, rétrospectivement, vu ce qui s'est passé. Mais ouais, ça fait bizarre, quoi. C'est un peu étrange, c'est pas tous les jours dans une vie de journaliste qu'on vit des moments comme ça, quoi. C'est des moments où vous percutez l'histoire, en fait. L'histoire se passe et vous êtes là. Et c'est toujours très étrange. Entre juillet et octobre 1995, la France a connu une série de 9 attentats, tous attribués au groupe islamique armé.